Merci à toutes et à toutes d'être présents ce soir et d'être connectés avec nous ce soir. Pour ma part, c'est mon 3e webinaire. Donc, les 2 premiers webinaires que j'ai faits, c'est sur la pêche, puisque je fais partie de la commission pêche, la commission développement et développement régional. Donc, ce soir, on est plus sur de la politique locale et régionale et l'action climatique sur les territoires. Merci à nos 4 intervenants d'être présents ce soir pour nous faire part d'abord des pistes d'action et de vos expériences professionnelles sur le terrain. On voit que les derniers rapports du GIEC le disent, l'urgence climatique, elle est là, il faut agir pour arriver à contenir l'augmentation de température à 1,5 degré. En novembre dernier, en amont de la COP25, le Parlement européen a déclaré l'urgence climatique. Ça a été une première victoire. Ça avait déjà été fait en France par l'adoption de la loi énergie et climat en 2019, mais l'urgence climatique est également au cœur de nombreux programmes électoraux, surtout pour les municipales qui sont le sujet jusqu'à la fin de la semaine. Le constat est là. La question est de savoir comment est-ce qu'on va traduire ça par des politiques et des mesures concrètes en phase avec cette urgence climatique. Et ce soir, on va se concentrer sur l'action des territoires, des villes et des régions, parce que c'est nécessaire au niveau de la transition et l'adaptation. D'ailleurs, dans le cadre du Green Deal, l'Union européenne est en passe d'adopter la loi sur le climat qui va permettre d'inscrire dans la législation européenne l'objectif d'atteindre la neutralité climatique en 2050 et ainsi respecter enfin les accords de Paris. Pourtant, avec la crise sanitaire, on a entendu un petit peu partout des voix s'élever par rapport au report de l'action climatique, alors même que le climat est amené à constituer la future crise majeure. Donc, j'avoue que je comprends pas trop ces voix qui s'élèvent et qui demandent un report de l'action climatique, puisque l'urgence climatique, elle est là. Moi, je suis responsable sur le rapport sur la loi climat en avis au sein de la commission développement régional. Et donc, j'ai la chance de siéger dans cette commission depuis le début de mon mandat, donc de 2019, et ce qui m'amène à me pencher sur les politiques régionales de l'Union européenne. On le sait, les territoires, ils ont un rôle important à jouer dans la lutte contre le changement climatique. En France, les régions ont un rôle de planification de la transition énergétique. Les métropoles ont des compétences en matière de transport, d'urbanisme et d'énergie, etc. Et c'est les territoires qui doivent et qui devront s'adapter aux conséquences du changement climatique. Il n'y a pas très longtemps, fin de l'année, chez moi, dû au changement climatique, on a eu des grosses inondations et j'ai aussi un gros problème de bétonisation dans mon secteur. Enfin, ce sont des territoires qui font aussi face à l'urgence sociale parce qu'il faut la prendre en considération et on va devoir s'assurer que la transition prenne en compte aussi cette dimension et ce d'autant que la crise du Covid-19 touche en premier lieu les populations et certaines personnes qui sont les plus vulnérables. Je vais vous présenter les intervenants, donc je vais commencer par Zoé. Zoé Lavocat, qui est responsable climat et territoire au réseau d'action Climat France, qui est une ONG spécialisée sur la question du changement climatique, membre de l'ONG européenne CAN Europe. Parmi les derniers travaux que vous avez faits sur les territoires, vous avez par exemple analysé pendant les élections municipales les programmes des 10 plus grandes villes françaises en matière d'action climatique ou encore l'utilisation des fonds européens par les régions en direction du climat. Après, nous avons Claire Roumet, qui est directrice d'Energy City, qui est une association européenne qui regroupe 1000 villes, hein, c'est ça, 1000 villes engagées dans la transition énergétique dans 30 pays différents. Votre association, elle sert à la fois d'interface de représentation des villes à Bruxelles auprès des pouvoirs publics européens, mais également de réseau d'échange technique d'expérience entre municipalités en matière de transition énergétique. Après, nous avons Charles Fournier, qui est vice-président de la région Centre-Val de Loire, délégué à la transition écologique et citoyenne, à la coopération et président du groupe écologiste. Vous êtes à l'initiative de la première COP régionale lancée en janvier 2019, dont on pourra parler plus tard. Et vous avez également beaucoup travaillé sur les fonds européens et les enjeux liés à la transition énergétique pour la région Centre et Val-de-Loire. Et ensuite Damien, qui est eurodéputé comme moi dans le groupe Vert, donc eurodéputé écologiste depuis mai 2019.
Damien, toi, tu sièges dans la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, ce qui te permet de te pencher sur les questions climat, transition énergétique. Et surtout, tu étais avant maire de Grande-Synthe, où tu as mené une politique d'écologie sociale avec un travail sur l'alimentation, la gratuité des transports, les économies d'énergie et surtout l'instauration d'un minimum social garanti. D'ailleurs, tu as également attaqué l'État en justice au nom de ta commune devant le Conseil d'État pour inaction climatique. Donc, je vais vous poser une première question qui est très générale. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands enjeux et les priorités que vous identifiez dans les années à venir en matière d'action climatique pour les territoires? Donc, je commence par Zoé, si tu veux, si vous voulez intervenir. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc, c'est une grosse question que celle des principaux enjeux pour les collectivités territoriales. Je ne vais pas revenir sur l'urgence climatique, vous l'avez très bien peinte en début de cette conférence. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a une importance des collectivités territoriales, que ce soit effectivement les intercommunalités ou les régions pour agir. Elles ont plusieurs leviers, elles ont effectivement donc, ce levier de planification, notamment à travers les SRADET, les CAT et autres schémas directeurs. Elles peuvent aussi agir via la commande publique. Donc, en tout cas, elles ont des compétences concrètes pour pouvoir réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre dans un contexte aujourd'hui de crise sanitaire où les plans de relance se multiplient et où il faut vraiment aujourd'hui inverser la tendance et changer de cap directement pour réduire de 65% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Donc ça, c'est vraiment ce contexte-là. Les collectivités territoriales peuvent agir. L'enjeu numéro 1, c'est vraiment comment est-ce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre, et notamment dans les secteurs les plus émetteurs. Donc en premier lieu, le transport, qui est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Que ce soit les collectivités territoriales à travers les transports en commun ou les régions, avec notamment la compétence du train et du ferroviaire, ont vraiment un rôle majeur à jouer. Le second secteur, ça va être notamment tout ce qui est agriculture et alimentation. Là encore, on a une grosse part des émissions de gaz à effet de serre, la moitié est due à la consommation de viande. On va retrouver aussi des compétences importantes, notamment en termes de commande publique via la restauration collective. Donc là, vraiment, on a un levier d'action pour changer les pratiques et proposer en tout cas une autre manière de s'alimenter tout en aidant les filières paysannes. Le troisième secteur, ça va être tout ce qui est question d'énergie et de maîtrise de l'énergie, avec là un enjeu vraiment de justice sociale et de justice climatique via la rénovation en haute performance des logements, puisque du coup, ce sont pour ces ménages une double peine de payer à la fois une facture énergétique forte tout en ayant froid dans le logement. Donc, il y a vraiment un enjeu là-dessus. Et enfin, le dernier enjeu dont je voudrais parler, ce serait celui de l'aménagement finalement du territoire, avec du coup cette question aussi de l'adaptation derrière, puisque quand on fait des politiques d'aménagement, il y a la question de l'artificialisation des sols, de la bétonisation des sols, mais aussi la question d'allongement finalement des déplacements. Donc par exemple, par la construction d'un centre commercial à un endroit, on va interférer sur les déplacements des personnes. Donc l'enjeu numéro 1, c'est vraiment la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour cette politique climatique. L'enjeu numéro 2, c'est la solidarité entre les territoires. Aujourd'hui, si on veut vraiment mener une politique efficace, il faut de la coopération entre les territoires et ça ne peut pas se faire avec de la compétition. L'enjeu numéro 3, en tout cas, c'est d'avoir des politiques publiques qui sont accessibles et qui sont transparentes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse suivre ce que font les différentes collectivités territoriales en tant qu'acteurs publics, avoir des indicateurs qui sont clairs, qui sont accessibles. Ça veut dire aussi permettre l'inclusion des acteurs dans ces politiques, la concertation. Et ça passe notamment par avoir de l'ingénierie d'animation du territoire. Donc permettre, en tout cas en tant que collectivité, à différents acteurs d'être inclus dans la planification et dans le suivi des politiques publiques. L'enjeu numéro 4 pour les collectivités territoriales, je dirais que ce serait d'articuler une vision long terme des politiques publiques, une vision à 2030, à 2050, mais aussi une action sur le court terme. Et du coup, c'est vraiment comment est-ce qu'on joue sur ces deux leviers-là qui aujourd'hui sont nécessaires. Ce n'est pas parce qu'on va avoir une planification en 2050 qu'il faut attendre. Non, c'est maintenant que l'action se passe puisqu'on n'a plus le temps. Et enfin, le dernier enjeu, c'est finalement la question des financements. Et pour les collectivités territoriales, vraiment de dédier les financements à cette transition énergétique et pour les transports et pour tous les secteurs
du dérèglement, enfin qui permettent de lutter contre le dérèglement. Et notamment, donc nous, on a une recommandation qu'on porte au sein du réseau Action Climat qui est d'utiliser 50% de la prochaine enveloppe FEDER pour la transition. Et du coup, voilà, de mettre ces financements de l'Union européenne pour la transition. Et en tout cas, en termes de conclusion sur cette première prise de parole, c'est vraiment de dire que là, on est à un moment charnière. En tout cas, pour la France, le HCC nous dit qu'on a jusqu'en 2026 pour diviser par 3 nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça se joue notamment à l'échelle des collectivités. Les élections régionales sont une échéance. Les élections municipales, et notamment le second tour de dimanche, en sont une autre. Il faut une mobilisation dans les urnes. Et en tout cas, le réseau Action Climat a tout un panel de recommandations à disposition des régions. Donc, on a fait une publication récemment d'un cahier de recommandations de 30 mesures concrètes, mais aussi à destination des collectivités. Merci. Est-ce que Charles, vous voulez prendre le relais ? Je veux bien. Il y a déjà, du coup, bonsoir à tout le monde. Merci de l'organisation de ce webinaire. Donc, je vais apporter un point de vue régional, mais qui va être évidemment, va s'inscrire dans le prolongement de ce que vient d'expliquer Zoé. Elle a déjà bien planté le décor. Peut-être que pour une région, évidemment, on est à l'endroit de l'élaboration, de la planification, des stratégies. Ça a été évoqué. On élabore le schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires qui finalement décline toutes les trajectoires qui sont connues aujourd'hui, les trajectoires fixées à l'échelle mondiale, fixées à l'échelle européenne, fixées par la loi française. Finalement, on traduit à l'échelle des territoires ces trajectoires. Mais notre problème, ce n'est pas tant d'écrire des trajectoires, ça on sait faire, puis ça fait longtemps qu'on le fait. Par contre, on passe beaucoup de temps à constater qu'on n'a pas atteint les trajectoires et donc il faudrait les réajuster, il faudrait… voilà, le sujet, pour moi, l'enjeu numéro 1, c'est le passage à l'acte. C'est-à-dire comment on met en mouvement ces trajectoires et comment on réussit à l'échelle des territoires à faire en sorte d'une traduction concrète. Et le territoire, c'est l'endroit de l'incarnation de la transition écologique. C'est là où ça fait sens dans la vie des gens, c'est là où ça peut changer quelque chose dans la vie des gens. Et tout le sujet, comment on passe de ces trajectoires inaccessibles, quand on balance aux 20 heures ou entre spécialistes les horizons lointains, les chiffres, les ambitions, etc., je pense qu'on réduit déjà le nombre de ceux qui peuvent se sentir totalement embarqués dans l'histoire. Donc, l'enjeu numéro 1 pour moi est de réussir à jouer collectif et à jouer collectif dans les territoires et à déclencher la mobilisation des parties prenantes. Je crois que ça, c'est un des sujets sur lesquels nous, en tout cas en région, on essaye de s'attaquer. C'est de dire comment toutes les parties prenantes d'un territoire peuvent contribuer à la mise en action des trajectoires. Je le raconterai tout à l'heure, mais l'esprit de la COP régionale, nous, ce n'est pas une COP pour fixer des trajectoires, mais c'est une COP action. C'est une COP pour traduire ces ambitions en engagement concret, individuel, collectif, en petits pas et en grands pas. Bref, c'est à la fois un changement de méthode, un changement de posture, et ça, pour moi, c'est un point extrêmement important. Le deuxième sujet, mais je suis sûr que Damien l'évoquera aussi, c'est que tout ça doit se faire dans une logique de justice sociale. C'est qu'il faut réussir à indiquer et à montrer et à être capable de l'expliciter que la question écologique et la question sociale sont les deux revers d'une même pièce. Que les plus vulnérables sont ceux qui payent le plus cher le prix de l'absence d'écologie. Contrairement à l'expression insupportable de Ségolène Royal, l'écologie punitive, moi je réponds souvent, c'est l'absence d'écologie qui est une punition pour tout le monde. Et quand on n'en fait pas, elle est d'abord une punition pour les plus pauvres, ceux qui vivent dans les logements les plus mal isolés, ceux qui ont des véhicules, et encore quand ils en ont, de qualité détestable, ceux qui vivent près des zones polluées, ceux qui vivent qui sont sans arrêt dans les perturbateurs endocriniens, etc., etc. Ce sont toujours les plus vulnérables. Et donc, faire de l'écologie, c'est répondre aussi à ces priorités-là. Mais là-dessus, il y a un petit chemin à faire pour que ça paraisse comme une réalité. Et en tout cas, ça ne se décide pas d'en haut, ça doit se construire aussi dans les territoires. Donc, il y a, deuxième enjeu, un enjeu de justice sociale et qui se complète bien avec le premier que je nommais, qui est aussi d'avoir un chemin démocratique pour pouvoir réussir ces transformations-là. Le troisième enjeu, c'est évidemment de s'attaquer, et à l'échelle des régions, je crois qu'on peut travailler sur ces questions-là, de s'attaquer à des changements culturels importants dans des domaines de nos activités de tous les jours. Je pense que la question de l'économie ne doit pas être laissée de côté. Dans le moment où nous sommes sur une réorientation de l'économie, une réinterrogation de nos activités économiques, l'économie attire les déplacements, l'économie tire les questions d'énergie, l'économie tire. Voilà. Et donc, s'attaquer à ce sujet-là, s'attaquer aux transformations de l'économie, ça me paraît être un enjeu fondamental. Et peut-être que là-dessus, on a beaucoup buté
on a eu beaucoup de mal à être en capacité de mettre en récit ce que serait une autre économie dans les territoires. Je trouve qu'on bascule d'étendards un peu larges, anticapitalistes, tout ça ne nous dit pas exactement ce qu'on est en train de faire dans les territoires. Je pense qu'il y a un changement de modèle, mais il faut être capable de dire ce qu'il en est. Par exemple, en ce moment, on emploie beaucoup l'idée de relocalisation. Alors, de quoi parle-t-on concrètement quand on parle de relocalisation des activités écologiques? Pour moi, c'est évidemment des activités économiques, c'est une relocalisation écologique et de fait circulaire. Donc, il y a, je crois, à pousser très fortement ces transformations-là. Et puis, je terminerai en disant que je crois qu'il faut accompagner, et c'est le rôle des régions aussi, les territoires infrarégionaux. Je pense que l'échelle où on joue collectif, l'échelle où on fabrique, c'est celle des intercommunalités, c'est celle des bassins de vie, et c'est aussi à cet endroit-là. Voilà, je crois que la région est un archipel de territoires, pour faire un peu référence à des notions un peu plus politiques, et que la région doit mettre en mouvement ces territoires. J'aime beaucoup l'idée portée à l'échelle européenne des communautés locales d'énergie, avec un double sens à la fois de l'implication citoyenne dans l'énergie, mais aussi l'idée qu'on va gouverner localement la question de l'énergie. Il faut relocaliser aussi la façon d'agir et de penser. Tout ça devant être accompagné, mais ça a été dit, par évidemment de l'égalité, de l'équité, de la péréquation, des moyens qui vont faire que partout on va réussir ça. Mais je crois que le rôle d'une région, c'est d'accompagner la mise en mouvement des territoires dans des échelles qui signifient quelque chose pour les citoyens et où les transformations seront perceptibles, visibles. Et de victoire en victoire, on aura un récit collectif et là, on ira beaucoup plus loin dans les changements. Claire, vous voulez continuer? Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir en discuter maintenant parce que finalement, il y a assez peu de débats de fond en ce moment au niveau européen. Donc, c'est aussi bien parce que comme vous êtes absolument inondé de millions et de trillions qui vous sont tombés dans votre escarcelle où vous devez vous positionner sur tout et n'importe quoi, enfin, ou quasiment, forcément, je trouve que c'est très difficile d'essayer de garder un cap un petit peu justement de ce pourquoi on peut, enfin, ce à quoi on peut utiliser tout cet argent et toute cette discussion, en dehors justement de l'aspect technique de comment mettre de l'argent sur la table. Alors, pour compléter, parce que pour pas justement répéter ce qui a déjà été dit, je dirais qu'un des enjeux finalement pour les territoires devant l'urgence climatique, ça va être c'est ce que l'on ressent beaucoup. Alors là, je pense qu'en fait, il y a eu vraiment la crise Covid a quand même énormément bousculé l'agenda des maires. Ça a complètement changé leur agenda, leur mission, la façon dont ils peuvent agir aussi, c'est les moyens d'action. Et l'inadéquation aussi souvent quand même de la réponse nationale fait qu'un des enjeux principaux maintenant, ça va être de gérer la rage. Et la rage citoyenne, elle est peut-être extrêmement positive, mais là, on voit quand même, il y a vraiment des zones de conflit. Alors forcément, de toute façon, ce pas des questions qui sont consensuelles, les questions qu'on va attaquer qui viennent maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on pouvait effectivement avoir 20% d'énergie renouvelable. Quand on va vouloir passer le cran d'après, ce ne sera pas consensuel. Mais donc, du coup, il faut absolument investir, et ça, c'est ce que tu l'as dit un petit peu, Zoé, déjà, dans tout ce qui est ingénierie et animation, mais c'est bien au-delà justement de la concertation. En fait, la concertation, ça c'est vraiment totalement dépassé, enfin dépassé, pas dépassé, mais on arrive dans des zones de conflit et la rage des jeunes qui ont déjà poussé tout l'agenda climatique dans les municipales partout en Europe, c'est une rage qui reste entière, mais à laquelle s'ajoutent les rages actuelles du système de santé totalement inadéquat ou des violences policières. Il y a quand même vraiment, là je sais qu'à Liège, qui est un membre de notre conseil d'administration, on avait une réunion hier, il nous expliquait qu'ils sont en train de mettre en place une fabrique urbaine avec justement des médiateurs spécifiques pour pouvoir gérer les conflits à chaque fois qu'ils ont un nouveau projet. Donc ça, c'est quand même, ça questionne vraiment l'action publique locale et au-delà en fait de se fixer des objectifs et effectivement de passer à l'action, il y a vraiment tout ce tissage d'actions communes. Mais ça veut aussi dire que les autorités locales, actuellement, ce qu'elles sont en train de faire aussi, c'est une mue dans leur, enfin, Damien, toi, tu l'avais déjà fait à Grande-Sainte beaucoup, mais
on ne peut plus ne pas s'impliquer dans l'économie, comme tu l'as dit aussi, Charles, maintenant, en prenant l'exemple justement de gouverner localement l'énergie. C'est vrai pour finalement toute l'économie, mais ça veut dire aussi que, y compris les mairies, doivent s'impliquer directement dans l'économie. Et ça change le rôle, parce qu'aujourd'hui, elles ont, enfin, j'espère qu'on aura le temps justement d'en débattre, mais elles ont un rôle qui est plutôt un rôle chambre de commerce plus. J'exagère un peu parce qu'il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même justement pour pouvoir créer des secteurs industriels, créer des zones d'activité. Mais là, c'est bien plus, c'est des prises de participation dans certains secteurs pour pouvoir justement, c'est des coopératives agricoles locales, et municipales, des coopératives municipales. Enfin, il y a vraiment là, je pense qu'il faut vraiment avoir osé, vraiment oser, que les maires et les municipalités maintenant doivent oser intégrer complètement le champ de l'économie, pas seulement en termes justement de planification urbaine ou de régulation, de dire oui, vous avez le droit de faire un centre commercial, etc. Enfin bon, donc là, c'est un petit peu pour ouvrir au débat. Et enfin, pourquoi ça a aussi beaucoup bousculé les débats, la crise, c'est que maintenant, il y a un seul mot, d'ailleurs, c'est le mot qui a été choisi pour pouvoir décrire, enfin, que la présidente de la Commission européenne a choisi pour décrire son paquet. Elle l'a appelé, bon, il y a 3 mots, il y a 4 mots, hein, c'est Repair and Prepare, Resiliency and Recovery. Et donc, la résilience, et ça, c'est assez frappant parce qu'on a mis donc des trillions sur la table pour la résilience de l'Union européenne sans nulle part, absolument nulle part, enfin bon, je n'ai pas lu les 40 000 pages, mais décrire ce que ça veut dire résilience. Et ça, justement, je pense que les territoires ont, enfin d'abord, la résilience, ça n'existe pas au niveau, si ce n'est pas localisé. Donc, là, c'est vraiment le moment où on va pouvoir arrêter toute cette économie hors sol qui, comme les tomates, quand elles sont hors sol, n'a pas de goût, pour remettre du goût dans l'économie et du sens aussi. Mais je pense que en fait, on en a, enfin, c'est du goût aussi. Voilà. Mais donc, du coup, effectivement, c'est un peu des challenges un peu décalés. Mais Damien, je te laisse continuer. Oui, merci Caroline de l'invitation et de l'initiative sur cette question qu'est le rôle des territoires dans la lutte contre le changement climatique. D'abord, 70% de la lutte contre le changement climatique se joue au niveau local, parce que c'est le niveau local où se joue le logement, la mobilité, l'alimentation, le social, l'énergie, l'éducation populaire, la mise en place d'une autre économie. Claire vient de parler de s'immiscer dans l'économie, mais c'est là où on peut inventer l'économie, économie sociale et solidaire bien évidemment, mais économie de la fonctionnalité, économie du partage, économie circulaire, enfin tout ça, c'est effectivement au niveau local que tout se joue. Et moi, en fait, il faut être sur tous les champs. Souvent, on m'a posé des questions, les journalistes, en me disant mais quel est le secteur dont vous êtes le plus fier? Je dis, il n'y en a pas un. Si on avait fait que le logement, mais pas la mobilité, je n'aurais pas été satisfait. Si on avait fait le logement, la mobilité, et pas les 100% bio dans les cantines, du 100% local bio, je n'aurais pas été satisfait. Si on n'avait pas fait, comme le disait Charles, des ateliers avec de fabrique de l'autonomie pour éviter les perturbateurs endocriniens dans les produits de nettoyage, dans la lessive, dans les produits de cosmétiques, on n'y serait pas arrivé non plus si on n'avait pas mis en place cette université populaire qui a amené les gens à faire des jardins partagés en pied d'immeuble. Enfin voilà, tout ça est intimement lié avec un maître mot qu'il n'y aura pas de résolution de la crise sociale sans mise en place d'écologie. Les deux sont intimement, enfin, il y a que l'écologie qui va répondre à la crise sociale dans notre pays. Et c'est les deux crises que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, je ne sais même plus si c'est des crises, parce que normalement, une crise, c'est passager. J'espère qu'une crise, une rage de dents, quand vous avez une crise ou d'estomac, ça dure moins longtemps que ce qu'on traverse là en termes de crise sociale et de crise climatique. Mais tout est important de le faire parce qu'il y a une nécessité absolue aujourd'hui pour les élus politiques. Il faudrait être aveugle à ne rien faire aujourd'hui. Ça serait non seulement suicidaire, mais criminel pour les élus aujourd'hui, quel que soit le niveau, local, d'agglomération, régionale, départementale, d'ignorer ces crises-là et de ne rien faire, de passer à côté, mais aussi nationale.
Et si j'ai porté plainte contre l'État il y a 2 ans pour son inaction en matière de lutte contre le changement climatique, c'est bien parce que je pense que l'État est coupable d'empirer cette crise climatique par son immobilisme, par ses choix qui ne sont pas des choix complètement clivants par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et donc, il faut que chacun joue sa partition. Ça va demander, Charles l'abordait un peu, une autre manière de regarder les choses et je sais pas, peut-être Zoé qui parlait aussi de la solidarité entre les territoires. Oui, il faut arriver à une solidarité entre les territoires et arrêter cette compétitivité territoriale. C'est ça qui nous a mené de la métropolisation aujourd'hui a créé d'énormes problèmes dans la société. C'est elle qui a relégué les populations les plus démunies à l'extérieur, à côté des périphériques, Charles le disait effectivement, celles qui ont le plus trinqué du modèle de développement de cette métropolisation, de cette compétitivité territoriale, c'est les populations les plus fragiles. Et elles viennent encore des plus frappées par le Covid. On voit en Seine-Saint-Denis comment le Covid a frappé particulièrement là où les populations sont le plus en difficulté et qui vivent dans des petits logements confinés, avec ce confinement qui est pour moi, qui est une catastrophe à venir parce qu'elle nous a privés du lien social. Et le lien social est ce qui participe le plus au bonheur des gens. Il y a plein d'études qui le montrent aujourd'hui. Et ce qui fait 36%, je crois, de la part de quand on se dit heureux, 36% de cette raison d'être heureux, c'est le lien social qu'on entretient. Être confiné, c'est couper les liens sociaux et c'est catastrophique derrière. Donc, c'est l'inaction de tous les dirigeants politiques depuis des décennies qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et le pire de tout, pour moi, c'est les masques dans la rue, les masques ici au Parlement européen. On ne voit plus le visage des gens, il n'y a plus de relations, il n'y a plus d'expression, d'échange d'expression, et je trouve ça catastrophique. Donc, il y a une nécessité absolue de tout lancer en même temps. Et c'est parce que l'écologie, c'est systémique, parce que la lutte contre le changement climatique, c'est systémique, et ce n'est pas du tout… Alors oui, Charles l'a dit, il m'a coupé l'herbe sous le pied, mais effectivement, l'écologie punitive, on en reparle ces derniers jours, et notamment de dirigeants de gauche qui ressortent cette écologie punitive après la proposition de la Convention citoyenne de passer à 110 km/h sur les autoroutes. Combien ça coûte à la société de laisser à 130 km/h de laisser 130 km/h sur les autoroutes, et combien c'est le coût de l'immobilisme, combien ça représente, parce qu'on me dit toujours mais ça coûte trop cher de changer, de faire. Mais non, mais combien ça coûte de ne pas changer? Combien ça coûte de ne pas changer? Combien ça coûte de traitement des eaux, de traitement des sols, de perte de la biodiversité, de pollution atmosphérique, de continuer à laisser une agriculture conventionnelle faire de pesticides à coups de tracteurs, de chimie derrière? Combien ça coûte à la société? Certes, ça ne coûte pas au consommateur au moment où il va acheter son produit, parce que les factures, elles sont collectivisées, elles sont réparties sur l'ensemble des foyers français, dans la facture d'eau, dans les impôts qu'on paye, etc. Donc, il faudra qu'on remette les choses en perspective pour évoluer dans notre pays, pour montrer que les coûts ne sont pas ceux qu'on croit derrière. Dernière chose, et je le dis parce que j'ai, en tant que vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, participé à la mise en œuvre d'un plan air-climat-énergie territoriale. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les collectivités, elles remplissent leurs obligations, elles font des plans air-climat-énergie territoriale, mais si elles ne le respectent pas, qu'est-ce qu'elles risquent? Rien. Rien. Il n'y a rien. C'est des engagements, on prend un engagement aussi, mais 6 ans après, quand c'est une nouvelle équipe qui arrive, c'est l'ancienne équipe, ils ne l'ont pas fait, c'est pas bien, et on recommence. Mais donc voilà, moi, il y a aussi à instaurer des obligations de résultat. Il ne suffit pas de déclamer des choses, mais c'est comme l'État. Il signe la Convention de Paris, et derrière, il n'est pas sur la feuille de route de cette convention qu'il a signée, de cet engagement qu'il a signé. Donc il faudra qu'il y ait aussi des obligations de résultat qui soient imposées à tous les échelons. Collectivités locales, intercommunalités et régions. Merci Damien. Alors je suis assez contente d'avoir entendu Charles et vous tous parler justement d'économie circulaire et de ne pas laisser des gens sur la route. C'est ce que j'ai rajouté dans les compromis de mon rapport. Je dis cette transition doit être juste et inclusive et ne laissant personne sur le côté. Et j'y inclus donc l'économie circulaire et justement le régional et le local dans tous les compromis parce qu'il faut que ce soit inclus. On va passer sur un thème de transition énergétique.
c'est un sujet qui est un petit peu au cœur des élections locales. J'ai plus une question pour Damien et Charles. En fait, j'aimerais avoir votre retour d'expérience en matière de transition énergétique, efficacité énergétique et économie d'énergie, énergie renouvelable. Vos expériences, en fait, toi, Damien, à Grande-Synthe, et vous, Charles, en fait, vos expériences terrain. Si Damien, tu veux commencer? Oui, je vais aller assez rapidement, mais on a fait plusieurs choses. Alors, la communauté urbaine de Dunkerque avait déjà un dispositif qui s'appelait Réflexe Énergie pour l'isolation des logements des propriétaires occupants. Nous, on a doublé cette aide-là, ce qui a permis à des gens qui avaient quand même des conditions de revenus assez bas de pouvoir se lancer dans l'isolation thermique des logements. Et la ville, nous, sur la transition énergétique, nous, on a exigé dans notre appel d'offres énergétique de la ville, puisqu'on lance des appels d'offres pour acheter notre énergie, notre électricité, notre gaz. On était à 100% d'électricité renouvelable dans tous les équipements collectifs de la ville et l'éclairage public. On était à 75% de gaz renouvelable issu de la méthanisation dans des fermes en France. Et on devrait être à la fin 2021, grâce à un réseau de chaleur, où on est allé chercher de la chaleur fatale d'ArcelorMittal, qui est à côté de chez nous, et par la construction d'un réseau de chaleur, on devrait être à 100% d'énergie renouvelable, puisqu'on sera chauffé uniquement par la chaleur, et on arrête toutes les chaudières des équipements de la ville. On économise 5600 tonnes de CO2 par an par ce biais-là. On a fait des grosses... il fallait aussi aller sur l'économie d'énergie. Le plus flagrant, c'était celui sur l'éclairage public, par exemple, que je sors beaucoup parce que ça parle aux élus locaux. On a refondu tout le plan d'éclairage public de la ville. On avait 7000 points lumineux quand on l'a mis sur la table. On en a supprimé 3000. Parce qu'on éclairait des rues où il n'y avait personne. On avait des poteaux tous les 15 mètres, on les a éloignés, on les a espacés, on en a coupé un sur deux. On a remplacé toutes les lampes par des LED. À minuit, on baisse de 50% l'intensité. À 2 heures du matin, on baisse de 75% l'intensité. Et la première année, on a fait 500 000 € d'économie uniquement sur la facture de l'éclairage public de la ville. Et c'est avec ce fonds de 500 000 € qu'on a décidé de créer le minimum social garanti, qui est une allocation différentielle qui permet de ne plus avoir de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté de 850 € dans la ville. Donc voilà, c'est la transition écologique et sociale qu'on a mis en œuvre sur la commune. Et l'année prochaine, on a aussi cette économie qui arrivera par le réseau de chaleur, puisque ça devrait nous faire économiser non seulement 5600 tonnes d'émissions de CO2, mais 210 000 € sur la facture aussi de chauffage des équipements de la ville. Et voilà, ça viendra compléter ce fonds social qu'on a mis en œuvre sur la collectivité. Donc voilà 2 exemples très précis d'engagement qu'on a pris nous, qu'on a mis en œuvre derrière. Et puis il y avait tout le plan de rénovation des services publics, enfin des équipements publics de la ville qu'on avait commencé à faire. Il y avait, je le portais à la communauté urbaine, on n'a pas eu le temps de mettre en place cette société coopérative d'intérêt, cette société, une SIC, ça y est, je ne sais jamais, société coopérative d'intérêt collectif, voilà, collectif. Pour mettre en place toutes les toitures de l'agglomération, que ce soit les bailleurs sociaux, les particuliers, les entreprises, les collectivités, pour mettre en place l'ingénierie, parce que souvent les habitants veulent faire, mais ils ne savent pas très bien si les panneaux solaires qu'ils achètent sont les bons ou pas, ils ne savent pas négocier avec l'installateur, ils ne savent pas revendre l'énergie s'il faut. Enfin, voilà. Et donc, on met l'ingénierie en commun, on met toutes ces milliers de mètres carrés, on achète en gros, donc on fait bénéficier de ça. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de le mettre en œuvre, mais la structure juridique est créée. Et il n'y a plus que maintenant, enfin, il n'y avait plus qu'à la lancer au moment où j'ai laissé le mandat. À Charles. À Charles. Oui. Alors, Voilà. peut-être, avant de donner des exemples concrets sur ce qu'on a entrepris dans notre région, juste dire qu'il y a encore, et ça peut-être ça compléterait les enjeux de tout à l'heure, mais une marge de progrès extrêmement importante pour définir qui pilote la transition énergétique. Parce que dans les textes, les régions sont chefs de file de la transition énergétique, mais rien ne leur donne réellement l'opportunité de l'être très concrètement. Pour éclairer un tout petit peu le sujet, on a le pouvoir régalien de l'État sur une part des énergies renouvelables qui est déterminant, puisqu'on ne finance pas, par exemple, la production d'énergie électrique et que c'est le pouvoir réglementaire de l'État qui décide. Moi, je suis alerté parfois a posteriori de l'installation d'un parc solaire dans notre région. Je suis alerté a posteriori ou quand il y a des ennuis,
quand une éolienne arrive dans un territoire. Et les régions n'ont absolument pas cet élément-là. Elles financent les énergies thermiques et donc elles n'ont qu'une petite partie de la question de la production d'énergie. Et puis, je ne vous parle pas du nucléaire, sur lequel elles ont un rôle d'observateur. Elles sont un peu sollicitées sur le volet de l'emploi, de l'économie, mais elles n'ont pas la main dessus. Donc, on a un premier niveau de problème là. Et puis, quand on va regarder du côté de l'efficacité énergétique, de la sobriété énergétique, c'est pareil, on n'a pas du tout toutes les clés en main. Et donc, il y a un modèle qui m'inspire beaucoup, c'est celui des projets alimentaires de territoire. Et je fais le parallèle avec les systèmes énergétiques territoriaux. On est en train de lancer un programme LIFE pour travailler sur un rapprochement à la fois des questions de production et de consommation d'énergie à l'échelle des territoires et d'y intégrer une gouvernance locale de l'énergie. Parce que ça manque. Une gouvernance qui intègre les collectivités, qui intègre les entreprises, qui intègre les citoyens. Reprendre la main sur l'énergie, c'est la démocratie. Reprendre la main sur l'alimentation, c'est la démocratie. Et donc, ce sujet-là, pour moi, c'est un sujet extrêmement important à creuser. Je n'ai pas le temps de développer, mais on est en train d'essayer d'expérimenter ça. On a fait une expérimentation sur 2 territoires avec beaucoup de mobilisation. C'est une question qui passionne tout le monde, mais il y a à organiser. Moi, j'aurais aimé que la réglementation évolue, nous conforter notre chef de file. Pour être sur des sujets très concrets sur lesquels on a travaillé dans cette région et qui, à mon avis, peuvent être intéressants, le premier sujet, c'est celui de la rénovation thermique de l'habitat ou la question de l'accompagnement. On est une des régions, c'est-à-dire avec la Bretagne, 2 régions les plus avancées sur ce que la loi prévoyait, c'est-à-dire le déploiement de plateformes territoriales de la rénovation énergétique dans les territoires. Donc, nous, on a déjà des plateformes. On va couvrir tout le territoire dans les 2 années qui viennent, d'ailleurs avec un appui des fonds FEDER. Et le RAC a récemment fait un rapport sur l'utilisation des fonds européens. Et je suis très fier que notre région, de loin et de très loin, soit la région qui utilise le plus les fonds européens au service de la transition écologique. Quand je dis de loin, on est à 65% et je crois que le deuxième, il doit être en dessous de 30, pour dire quand même, ou aux alentours de 30, pour dire un peu les choix forts qui sont faits dans notre région. Autour de ces plateformes, en gros, on essaye de répondre à toutes les problématiques qui étaient posées par un rapport que je vous invite à lire, le rapport Piron-Faucheux. Rapport Piron-Faucheux, du nom d'un vice-président qui m'a précédé, et qui pointait un peu toutes les difficultés de la rénovation thermique, à commencer par l'information. Je crois qu'il y a une statistique, 78% des Français sont incapables de nommer un dispositif de soutien à la rénovation thermique de l'habitat. Premier sujet. Et pourtant, on a des espaces info-énergie un peu partout, sauf que l'information, elle ne vient pas et elle n'est pas suffisante parfois pour passer à la décision. Deuxième sujet, l'ingénierie des projets. Est-ce qu'on a un accompagnement, quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure, est-ce qu'on a quelqu'un pour accompagner, pour que la personne se dise « Ah oui, vraiment, je vais m'y retrouver si je fais le choix de basculer et est-ce que ça va être déterminant ?» Troisième sujet qui est posé, est-ce qu'il y a les artisans, est-ce qu'il y a les compétences dans le territoire pour pouvoir faire les travaux qualitatifs, pour travailler ensemble? 4e sujet, le financement. Et puis 5e sujet, la promesse, est-ce qu'elle est tenue? Est-ce que la promesse des travaux, et avec l'opération 1 €, isolation à 1 €, je peux vous dire que des promesses tenues, il ne va pas y en avoir beaucoup, ou en tout cas, il va y avoir beaucoup d'arnaques. Et donc, à travers nos plateformes, on a essayé de répondre à toutes ces questions. Comment on amène l'information jusqu'aux citoyens? On a par exemple travaillé avec le groupe La Poste, les facteurs rentrent dans les maisons, ils apportent le premier niveau d'information aux habitants, ce qui permet d'aller au-delà d'attendre le client, pour faire un peu court, dans les points info-énergie. Deuxième sujet, sur la question de l'ingénierie, on a mis en place ces plateformes et aussi, et ça fera lien avec le financement, une société de tiers-financement. Et là encore, l'Europe intervient, puisqu'on va chercher de l'argent de la Banque européenne d'investissement que l'on reprête aux ménages et ça paye l'ingénierie du projet. Ça permet évidemment de couvrir les travaux qui sont réalisés et c'est sur les économies d'énergie que le remboursement se fait. C'est un système extrêmement intéressant. On vient de la lancer, notre société d'économie mixte de tiers financement. C'est un élément très complet. Et puis, dans la promesse, on fait un suivi des consommations 5 ans après. Et ça, quand même, c'est révolutionnaire. Ça veut dire que 5 ans après, on pourra vérifier si, effectivement, il y a eu le rendez-vous, si ça a été tenu. Et enfin, sur le volet des formations et de la compétence, on travaille notamment avec l'Institut Negawatt et le système Doremi qui permet de former des groupements d'artisans sans forcément de maîtrise d'œuvre supplémentaire. Parfois oui, parfois pas. Et les artisans apprennent à travailler ensemble pour des rénovations complètes et performantes. Voilà un exemple
concret d'organisation pour répondre au sujet. Puis le deuxième, et je ne vais pas être très long, sur la production d'énergie, moi je crois qu'il faut recentraliser. On a inscrit dans notre SRADET l'obligation que 15% des outils de production d'énergie soient détenus par les territoires, les citoyens, les entreprises locales. Et on est la seule région de France à avoir fait ça. 15%, il aurait fallu aller plus loin, mais c'est déjà énorme de se dire ça. Et donc, on se fixe une obligation quand même assez forte là-dessus. Et enfin, on a pour cela créé un dispositif de soutien aux énergies citoyennes, à l'implication citoyenne dans les énergies. Quand un citoyen met 1 euro dans un projet d'énergie, la région met 1 euro. On a une quinzaine de projets qui ont émergé. On a une implication de plus en plus importante avec des effets leviers sur les projets locaux extrêmement intéressants par ce type de dispositif. Voilà 2 exemples de ce que peut faire une région. Et puis, mais tout ça, vraiment, je pense que si on ne retravaille pas la question du pilotage et de la gouvernance, de la transparence, des indicateurs, c'est ce que disait Zoé tout à l'heure, évidemment, la transition restera une affaire de quelques-uns alors qu'elle doit être l'affaire de tous. Alors, j'ai juste un point de vue à demander maintenant à Zoé et Claire, mais Zoé aussi voulait rebondir sur ce que vous avez dit. En fait, Zoé et Claire, ce que j'aurais voulu savoir, c'est de votre point de vue par rapport à vos organisations, quelles sont les politiques de transition énergétique locale à mettre en place et quels sont les critères pour des politiques énergétiques efficaces et ambitieuses. Et Zoé, après, je vous laisse en même temps rebondir sur ce que a dit Charles et Damien. Merci beaucoup. Et en plus, c'est en lien avec votre question, donc ça tombe bien. Tout à l'heure, Damien, vous parliez de qu'est-ce que c'est qu'une politique ambitieuse et vous parliez de transversalité. Et en fait, je pense aujourd'hui, et ça s'est vu notamment dans l'analyse des programmes dans le cadre des municipales, un des gros biais, les gens l'ont bien compris, c'est que le climat, voilà, c'est un sujet central, donc ça ramène des électeurs. Mais en fait, un programme ambitieux et une politique ambitieuse, c'est quand le climat est compris de manière transversale et pas uniquement par le chargé de mission du plan climat, et qu'en fait, c'est intégré dans toute la vision et dans toute la planification de la collectivité territoriale, qu'elle ce soit une intercommunalité ou une région. Où du coup, on va aller chercher le pôle tourisme et on va voir comment est-ce qu'on peut avoir une démarche de transition, où on va aller chercher le pôle économie. Et voilà. Et du coup, il y a vraiment cette prise en compte de manière transversale, mais y compris par les services, en fait, y compris par les services au sein même de la collectivité. La deuxième chose, une politique ambitieuse aussi, si seulement si, elle est précise dans le temps. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'analyse des programmes municipaux, c'est voilà, rénover les logements, mettre en place des transports en commun. Mais en fait, là, aujourd'hui, il nous faut du précis, il nous faut que ce soit fixé dans le temps, il faut que ce soit suffisant, il faut que pour la rénovation, ce soit au moins 10% des logements les plus anciens. Donc voilà, c'est des choses précises et aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre et d'avoir juste des belles paroles comme ça, il faut que ce soit des actes. La troisième chose, c'est effectivement cibler les secteurs les plus émetteurs. Donc ça, c'est donc en premier lieu en France la question des transports. Donc aujourd'hui, la majorité des émissions de gaz à effet de serre viennent de là. Il faut qu'on réduise la place des transports polluants. Ça veut dire arrêter de subventionner les aéroports, ça veut dire pas d'extension de nouveaux aéroports, ça veut dire aussi pour pas être justement dans cette dynamique d'écologie punitive et du coup permettre aux personnes de pouvoir changer de mode de déplacement. Donc ça veut dire développer le train, développer les bus, développer notamment tout ce qui est pistes cyclables. Pareil, si on parle de pistes cyclables, c'est pas uniquement développer les pistes cyclables, c'est permettre aux gens d'avoir accès au vélo. Donc voilà, c'est toutes ces imbrications-là. Le deuxième secteur, le plus émetteur, on en a déjà largement parlé, donc je ne reviendrai pas trop dessus, mais c'est effectivement le bâtiment et cette question cruciale de la rénovation en haute performance. Et du coup, on parlait un petit peu de ces dispositifs d'accompagnement sur un territoire, donc on parlait des plateformes d'énergie dans les régions, mais aujourd'hui, voilà, la question, c'est comment on fait pour aller chercher, couvrir 100% du territoire, que cette aide soit gratuite, indépendante, qu'elle soit personnalisée et qu'elle cible en priorité les ménages les plus précaires. Et enfin, en plus, j'ai vu qu'il y a une question sur ce secteur-là, qui est le secteur de l'agriculture et de l'alimentation. Oui, du coup, le secteur le plus émetteur, c'est l'agriculture et l'alimentation. Et pourquoi? Pour l'élevage. Et 48% en fait, des émissions de gaz à effet de serre viennent de l'élevage. Donc, évidemment, il y a aussi l'importation de produits exotiques, l'utilisation d'engrais azotés, mais en fait, une des principales raisons, c'est l'élevage. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour, premièrement, avoir une alimentation moins carnée, mais aussi dans cette dynamique de résilience, d'adaptation du territoire, comment est-ce qu'on fait pour avoir une alimentation plus locale auprès donc, de filières paysannes qui respectent effectivement des pratiques de résilience, donc une agriculture biologique.
Et là encore, les régions et les collectivités territoriales peuvent agir. Et notamment, voilà, on parlait de ce levier qui est la commande publique. Si demain, en tant que mairie, je décide que la restauration collective soit locale, ben, du coup, je donnerai des débouchés pour les agriculteurs et les agricultrices du territoire. Donc, ouais, y a vraiment des leviers derrière ces secteurs-là que les collectivités peuvent utiliser. Claire? Le point le plus important, en tout cas pour l'ambition, je crois, c'est vraiment pas du tout de donner un chiffre, quand bien même il est très important d'avoir un cap, hein, mais c'est effectivement de mettre la gouvernance en place pour qu'elle puisse être suivie de fait et d'action. Un des exemples qui nous inspire beaucoup, c'est la ville de Louvain, à côté de Bruxelles, qui a justement Leuven 2030, qui a vraiment mis en place un système extrêmement précis de plus de 80 chantiers différents qui sont répartis en 13 axes et tous les ans, tous les 2 ans, il y a vraiment un timing précis. Chaque acteur a une responsabilité aussi précise. Ça intègre les scientifiques directement. Toutes les universités du territoire sont intégrées dans la démarche. Et maintenant, le souci en fait que Louvain 2030 a, c'est qu'ils ont un super plan et ils ont vraiment bien identifié des choses très concrètes à faire. Eux, donc leur objectif, c'est la neutralité carbone en 2050 et ils savent exactement où ils doivent être en 2025, ce sur quoi ils vont commencer à travailler. Par contre, maintenant, en fait, concrètement, c'est pas tellement du financement. Bien sûr, le financement est nécessaire, mais c'est pas leur première pierre d'achoppement, c'est pas ça. C'est de trouver assez de financement, enfin, assez de financement, tout simplement pour l'ingénierie territoriale dont tu parlais avant, Zoé, qui est vraiment il faut des coordinateurs systématiquement pour pouvoir investir tous non seulement les différents secteurs, mais aussi les différents services. Donc, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que cette approche-là, elle percute complètement la façon dont la ville est organisée jusqu'à maintenant. Donc, ça a été fait à l'extérieur de la ville, même si les politiques qui sont tout aussi représentés et le conseil municipal a toujours la main sur un certain nombre de choses, mais pas sur tout. Et surtout, donc en fait, cette organisation demande à chaque service d'intégrer plutôt un des projets, un des 80 projets, plutôt que de piloter eux, chacun dans leur silo. Donc en fait, ça permet finalement d'aller au-delà de l'organisation de la ville qui aujourd'hui est un des principaux problèmes. Et c'est très difficile de changer de l'intérieur une organisation de la ville parce que donc c'est plus facile, enfin c'est un moyen en tout cas, d'aller faire, de faire autrement en intégrant différents acteurs. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment la gouvernance. Et là-dessus, les fonds régionaux devraient, en fait, là, on a une enveloppe incroyable, inouïe en plus, qui va être déversée dans les régions qui en ont le plus besoin pour réussir à sortir de la crise post-Covid. Mais c'est justement ce moment pour pouvoir… Parce qu'en fait, là, on a tellement d'argent qu'il y a juste absolument pas du tout assez de fonctionnaires pour pouvoir absorber le nombre de projets qu'on va vouloir mettre en place. En fait, c'est juste… Donc là, c'est le moment d'investir aussi justement dans la force de frappe publique pour pouvoir instruire, pour pouvoir instruire les dossiers, faire l'accompagnement, mettre en musique. Tout ça, ça a toujours été le non-dit, ce que les fonds européens n'ont jamais voulu financer, mais c'est aussi un des seuls moyens finalement pour que la Commission européenne et les institutions européennes sachent ce qui se passe réellement sur le territoire et avec l'argent européen. Parce que quand on a justement plus d'instructions de dossiers, plus d'animateurs et plus de transparence sur le processus, plus d'acteurs qui sont directement liés aux fonds structurels, c'est beaucoup plus difficile de faire de la corruption si c'est visible. Ce qui est difficile, la corruption aujourd'hui, elle est absolument facilitée par ce qui est mis sur la table par la Commission européenne, qui ne veut avoir que des dialogues bilatéraux entre un État membre et la Commission. Bon, ça, c'est en dehors du sujet, mais
Et je pense qu'autrement, en termes de… Donc, il y a l'ambition, il faut fixer des caps, mais ce qui est clair, c'est qu'il il faut être très, très clair sur qui sont les acteurs qui doivent être favorisés. Et l'exemple que tu as donné, Charles, de dire 15% d'énergie citoyenne, peut-être que c'est peu, peut-être que c'est pas assez, mais c'est absolument nécessaire de l'inscrire parce que c'est pas la même chose. Enfin, ça donne justement une couleur à la transition et c'est finalement peu importe autrement qu'elle soit verte, si elle n'est pas en plus gérée autrement. Avant de passer sur le deuxième thème qui est transport et mobilité, j'ai récupéré 3 questions que je vais vous lire. Si chacun peut répondre assez brièvement pour qu'on puisse avancer. J'ai encore 2 thèmes. Donc la première question, c'est relocalisation Caroline, nous t'avons perdu. atelier ou dépendant de monoculture. Ça, c'est la Caroline, première question. Caroline, La tu as été deuxième coupée. question, si chaque territoire ou organisation territoriale a ses propres ambitions et ses propres politiques locales, ne risque-t-on pas de perdre en capacité d'agir? Comment optimiser les politiques territoriales à une échelle plus large? Et la troisième question, les intercommunalités sont tenues de mettre en place des plans climat, mais non pas de ressources fiscales dédiées. Quel est votre positionnement quant au levier fiscal nécessaire? Si vous pouvez répondre chacun à une des questions, comme ça on passe sur le sujet. Toi, tu vas prendre la fiscalité. Ouais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je vais juste répondre à ça là. J'avais prévu, tu vois, je l'ai noté à côté parce que c'est compliqué de répondre au chat en même temps qu'on écoute et qu'on. Donc, oui, il y a cette question qui me turlupine parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée là. J'ai fait beaucoup d'interventions pour les élections municipales et on me disait ouais, mais les ressources. Sauf que il y a plein de choses qui ne coûtent pas pour une ville ou une collectivité. Exiger d'un bailleur social que les logements soient de la haute performance énergétique, c'est pas forcément un coût. En plus, pour une ville, l'intercommunalité peut avoir, puisque c'est elle qui est chef de file en matière de logement, elle peut mettre des aides au logement. Mais après, vous savez, quand vous avez un projet immobilier, il y a 3, 4, 5 promoteurs ou bailleurs sociaux qui viennent vous voir, et ben vous réservez celui qui vous fait du logement passif ou du logement énergie positive. Mais sans mettre 1 euro, enfin moi c'est ce que j'ai fait comme ça dans ma collectivité. Faire du 100% bio dans la cantine scolaire et locale, ça m'a coûté un peu plus cher quand j'ai fait du 100% bio, mais maintenant que c'est en local, du coup j'ai plus de surcoût. Donc ça ne nécessite pas d'investissement financier. Quand on met en place de l'économie de la fonctionnalité sur son territoire, l'économie du partage des riz per café, ça coûte pas un rond à la collectivité. Quand on végétalise une ville, ça coûte rien à la collectivité de planter des arbres, c'est pas beaucoup d'argent. Quand je fais à l'échelle de la communauté urbaine un appel d'offres, un achat groupé pour l'appel d'offres en matière d'énergie, on fixe la barre à 20% d'énergie renouvelable parce que il fallait décider les autres villes à passer un peu de renouvelables. Moi, j'étais à 100%, donc je n'ai pas fait partie de ce groupement d'achat. Mais à 20%, mais même 30% d'énergie renouvelable, ça n'a pas coûté plus cher que d'acheter de l'énergie nucléaire. Donc, on peut. Les engagements pour le climat ne sont pas forcément des politiques qui coûtent de l'argent. C'est du bon sens, c'est revenir sur des habitudes qui avaient été prises derrière, c'est remettre à plat, oui, vraiment revenir au bon sens. Et c'est un peu ce qui. La question sur est-ce que si on est tout seul de notre côté, on ne va pas perdre de puissance? On n'arrête pas de se mettre ensemble depuis 30 ans, de regrouper tout le monde et on se casse la gueule. Il n'y a rien qui tient. Et on ne savait pas là si on allait continuer à pouvoir nourrir les villes parce qu'il n'y avait plus personne qui allait dans les champs, par exemple. Enfin, c'est complètement cette idée de dire qu'on sera plus, de se mettons-nous tous ensemble, enfin plus nombreux dans les villes pour résister mieux. Non, c'est pas comme ça qu'on résiste. C'est un équilibre du territoire. C'est revoir effectivement, je ne sais plus qui disait ça à l'entrée de la conférence tout à l'heure sur la répartition, l'équilibre territorial, enfin l'aménagement du territoire. Voilà, c'est une question d'aménagement du territoire qu'il faut revoir complètement et arrêter d'être concurrent entre la métropole de Lille, la métropole de Toulouse, qui sont concurrents de la métropole de Londres, de Stuttgart, de machin, etc. Enfin, ce monde-là nous a menés là où on en est, et à travers toutes les crises que l'on connaît aujourd'hui. Je veux bien essayer de répondre
En complément, peut-être, alors quand même sur la fiscalité, parce qu'il y a des choses qui ne coûtent pas, mais il y en a quand même qui coûtent un peu. Et donc, je pense qu'il y a une réforme fiscale qui est indispensable et qui doit être… Aujourd'hui, on n'a pas une fiscalité incitative sur l'écologie. Et donc, on a, voilà, je ne vais pas ouvrir la boîte, ce serait un peu long, mais par exemple, la contribution climat, air, énergie, il n'y a pas de part qui soit orientée vers les régions. Et c'est une demande depuis longtemps des régions pour pouvoir mettre en œuvre et en mouvement de manière concrète la transition. On a besoin qu'une part de la fiscalité soit orientée vers le territoire. Le versement transport, aujourd'hui, il y aurait besoin de revisiter parce que les régions ont récupéré des compétences en matière de transport importants. Et donc, on voit bien qu'il y a des sujets de répartition, pas forcément de nouvelle fiscalité, mais d'orientation de la fiscalité. Mais sinon, je partage totalement ce qu'a dit Damien, évidemment, mais j'ai ajouté ça en plus. Il y avait une question sur l'international. Alors, comme la question qui nous était posée, c'était les territoires, moi, je l'ai pris en me disant qu'est-ce que peut faire une région à la question internationale. Et j'ai répondu un peu dans le chat en disant par le biais de la coopération internationale décentralisée, la solidarité internationale, on peut lier des destins. C'est que cette coopération, elle est non seulement entre les territoires dans notre pays, mais elle se construit aussi avec d'autres territoires et que je trouve qu'on est dans un moment où ces sujets-là doivent être centraux dans nos coopérations décentralisées et qu'il y a là vraiment matière à travailler sur de la relocalisation. Ça peut être un sujet de coopération, c'est-à-dire comment on retravaille sur un certain nombre d'activités. En tout cas, ça peut être aussi une manière de lutter contre effectivement de la délocalisation, de la défiscalisation et on le voit dans nos coopérations avec le Sud. Et donc, c'est des vrais bons sujets de coopération. C'est rarement ceux qui sont mis au milieu de la table, hein, c'est sûr, hein, mais c'est une vraie possibilité de travailler là-dessus. Puis enfin, sur la coopération, moi, je crois beaucoup à l'idée qui a été des territoires en transition et des alliances de territoires. Celle qui a été un peu lancée par Jean-François Caron, mais Damien, tu dois être signataire aussi. Enfin, on est nombreux à essayer d'enclencher cette affaire-là. Dans ma région, moi, j'ai créé une première alliance avec une quarantaine de territoires qui sont prêts à s'embarquer là-dedans. Et c'est là où se fait la coopération. Et on passe notre temps à faire ça, Damien, il a raison. Moi, j'ai l'impression que mon premier boulot, c'est VRP de la coopération, quoi. Voilà, c'est d'essayer de créer du lien entre tout le monde. Mais par contre, on n'est pas forcément soutenu pour cet exercice-là. Voilà. Et donc là, il y a sans doute les fonds européens, effectivement, devraient aussi pouvoir soutenir ces capacités de coopération locale. Elles sont très importantes. Oups. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou sinon je passe sur les transports mobilité? Juste très rapidement, parce que là on a parlé aussi du volet région, mais c'est effectivement, déjà il y a une part d'action qui ne nécessite pas de coût. On a largement assez parlé, mais en vrai il faut le redire, il y a un problème en France qui est les frais de fonctionnement, qui sont comment est-ce que les collectivités peuvent avoir suffisamment de moyens pour pouvoir avoir des frais de fonctionnement, et du coup il faut une hausse de la dotation des fonctionnements pour les collectivités, sinon on n'aura pas de politique publique ambitieuse et suivie, ça c'est la première chose, et que ces financements soient à la hauteur. Là, le gouvernement a annoncé une hausse de la dotation d'investissement local de 1 milliard d'euros. C'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Et par ailleurs, il faut aussi que cet argent soit fléché à des politiques publiques qui sont ambitieuses et qui sont pour la transition. Là encore, il faut qu'il y ait une certaine forme de contraste dans le sens de dire aux collectivités, mais en fait, là, aujourd'hui, on a un moment où il faut relancer la machine, et cette machine, on ne veut pas qu'elle aille droit dans le mur, on va changer de cap, et du coup, ça passe par un conditionnement de cette aide. Et ça, c'est vrai que c'est aussi encore des choses qui doivent être mises sur la table aujourd'hui. Alors, on va passer au volet transport-mobilité. Zoé, vous avez parlé tout à l'heure du vélo. Donc, en fait, dans le cadre des élections municipales, en France, on parle beaucoup, les questions majeures posées, c'est la place du vélo, la gratuité des transports. Pour vous, quelles sont les politiques de transport territorial à mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique? Damien ou Charles ou Claire? Comme vous voulez, Damien, comme vous voulez. J'y vais. Ouais, j'y vais. Damien, tu veux, non? Ouais, vas-y. Non, vas-y, ouais, Charles. Ok. Très rapide. Bon, les régions ont évidemment de plus en plus de responsabilités en matière de transport, mais il y a un sujet, pour ne pas redire ce qui a déjà été dit, mais il y a un sujet pour moi qui est central, c'est l'intermodalité, c'est-à-dire l'organisation des transports de manière aisée pour passer de la marche à pied au transport en commun, du vélo. Aujourd'hui, on est dans un pays où mettre un vélo dans un car, c'est une galère. Ça n'existe pas. Nous, on a dû enlever dans les règlements, quand on a récupéré les transports cars SNCF, on a dû enlever un point de règlement qui interdisait le transport des vélos dans les cars. Mettre un vélo dans les trains,
allez voir sur le site de la SNCF, en tout cas dans ma région, c'est comme ça, il est marqué les vélos sont tolérés. Voilà, donc on a quand même un énorme problème d'organisation des mobilités de manière… voilà. Le deuxième sujet important, c'est là la coopération entre les différents échelons et les différents niveaux de responsabilité en matière de transport, et notamment essayer de rendre lisible, simplifié, accessible les tarifications, voire pour partie la question de la gratuité qui ne manquera pas d'être posée comme elle a pu se poser dans certains territoires. Mais aujourd'hui, on a une telle diversité de pratiques que c'est complètement illisible et que c'est quand même une galère pas possible que de s'engager dans une transformation de ces mobilités. C'est à n'y pas comprendre grand-chose. Puis il y a un troisième point qui me semble important de traiter, qui est la question de l'éducation aux mobilités. Je pense que ça s'apprend. Voilà, moi, je dis ça souvent en pensant à mon père qui est né au fin fond du rural. Prendre le train, c'est stressant, c'est flippant. Et donc, il y a toute une pratique aussi à développer. Et quand on sait qu'à l'école, par exemple, pour la moindre sortie scolaire, c'est l'utilisation d'un car et très rarement du train, parce que la SNCF n'a jamais proposé des tarifications collectives, d'une facilité du déplacement en train, eh bien, évidemment, on prend des biais dès le début dans nos formes de mobilité. Voilà, donc il y a des sujets très importants là-dessus. Et enfin, je pense, dernier sujet, dans nos territoires ruraux, voilà, on peut parler de train, mais on ne pourra pas raconter qu'il y aura des trains partout à tout le monde. Donc, il y a quand même des sujets qui sont les alternatives à la mobilité, c'est-à-dire aussi comment on ne se déplace pas de plus en plus, puisqu'on a tout concentré dans les métropoles, dans les espaces urbains, puisque les services publics sont loin, puisque l'alimentation, tout ça est éloigné. Évidemment qu'on est contraint à la bagnole. Donc, il y a une question de réaménagement du territoire fondamentale. Et je crois aussi de passer de la voiture individuelle aux solidarités dans les mobilités. Il y a plein de trucs à explorer autour de tout ça. Et honnêtement, quand on en fait l'expérience, eh ben, c'est du bonheur, c'est du calme, de la santé en plus. Moi, je prends le train tous les jours. J'ai un nombre d'électeurs incroyable dans le train parce qu'on n'est pas nombreux, les élus dans le train. C'est pas pour ça que je le prends, hein. Mais c'est un endroit où on crée des relations qu'on n'a jamais dans sa bagnole. Voilà. Zoé, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Je voulais parler de l'intermodalité, mais en tout cas, sur le volet régional, il y a un enjeu aujourd'hui qui est le développement du ferroviaire et notamment du train, enfin, le maintien du train de nuit et des lignes TER et de ces petites lignes courte distance. Donc ça, c'est vraiment un enjeu et une compétence forte. Et du coup, c'est le maintien, mais c'est pas uniquement le maintien, c'est aussi en fait adapter ces lignes aux besoins des gens. Donc c'est potentiellement avoir une hausse de la fréquence, c'est potentiellement revoir les gares, réaménager les gares. On parlait d'intermodalité, effectivement, cette question du ticket est essentiel en fait pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc il y a vraiment cette question du train qui me semblait nécessaire de citer. La question effectivement de développement de transports alternatifs, on parlait du vélo, mais je parlais du train, mais il faut aussi parler de déployer des bornes pour les véhicules électriques sur le territoire. Donc ça, c'est aussi une compétence forte. Au niveau plutôt des EPCI, on va retrouver effectivement, comme je disais tout à l'heure, la question de réduire la place des véhicules les plus polluants. Et donc ça passe notamment par la mise en place de zones à faible émission, de s'engager sur la sortie du diesel d'ici à 2025. Donc il y a plusieurs, c'est une démarche qui commence à prendre forme. Donc réduire ces véhicules, mais là encore, trouver des alternatives, toujours avec une tarification sociale, vraiment aller proposer des alternatives qui s'adressent aux ménages en situation de précarité. Et là encore, je voulais revenir sur quelque chose qui s'est beaucoup vu là en sortie de coronavirus, les coronapistes qui ont émergé de partout. C'est une très bonne chose qu'on ait ce développement des pistes cyclables dans plusieurs villes. Mais là encore, il faut se dire qu'une piste cyclable, il faut qu'elle soit continue, il faut qu'elle soit sécurisée. Ce n'est pas juste un tracé comme ça sur une route, ça demande un aménagement. Et encore une fois, si on veut que les gens prennent le vélo, il faut leur donner la possibilité d'aller prendre ce vélo. Donc voilà, donner accès via la location de vélos, via des aides à l'achat aux véhicules à assistance électrique. Donc voilà, c'est toute cette politique-là aussi qui est comment est-ce que j'aide les ménages à avoir accès à cette mobilité-là. Damien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sinon, je passe à la stratégie d'adaptation. Juste une petite chose, parce qu'on parle toujours, et c'est normal, parce qu'on parle toujours des coûts. Et Charles a raison. C'est vrai que le train, ça coûte cher quand on doit le mettre en œuvre, quand on nous fait payer les sillons, la SNCF, RFF, ça coûte une fortune. Là aussi, c'est des choix politiques, mais des choix politiques nationaux à un moment donné. Des choix politiques nationaux ou des choix nationaux politiques qui doivent être faits. Donc, tout dépend de ce qu'on met au pouvoir. Mais moi, je voudrais qu'on remette 60 000 morts par an
de la pollution, et entre autres liée par la circulation automobile. Et j'ai regardé là, pendant la période du confinement, je me suis dit, mais combien ça coûte un mort à la société? Parce que c'est un coût, la mort. Et j'ai trouvé une étude de France Stratégie de 2014. Donc, organisme sérieux demandé par l'État. Ils ont évalué le coût d'un mort en France à 3 millions d'euros. C'est morbide ce que je dis, mais je vais jusqu'au bout justement de la logique dans laquelle on est. 3 millions d'euros par mort, c'est des manques de cotisation, c'est plein de choses qui se mettent en œuvre derrière. 67 000 morts par an, on arrive à combien au coronavirus aujourd'hui? 19 000, c'est ça, 20 000. Là, on en a 67 000 par an, à 3 millions de personnes, ça fait 201 milliards par an uniquement de coût de la mort parce qu'on ne travaille pas sur la mobilité, sur le train, parce qu'on n'investit pas suffisamment, sur les transports en commun dans les agglos. Et tout ce fric qui serait libéré, parce qu'il est bien supporté par quelqu'un et par la collectivité, mais il est bien versé à un moment donné, eh ben, il devrait être axé vers les collectivités, vers les régions, pour rendre le transport en commun. Aujourd'hui, le transport, c'est un bien commun pour moi. C'est comme l'énergie. Et un bien commun, ça ne se paye pas, ça ne se monnaie pas. C'est comme l'eau. Moi, je suis pour les 40 litres d'eau gratuits, les 40 premiers litres d'eau, parce qu'il est vital. Ou alors qu'on me dise qu'un jour, on va faire payer l'air qu'on respire aussi. Même les premiers litres d'air. Ça devient complètement dément, cette société dans laquelle on est. Donc, je pense qu'il faut remettre les coûts, encore une fois, en perspective de ce que le non-coût, le coût de l'inaction engendre sur la société française, et on verrait complètement différemment l'approche sur les territoires et nationalement en France. Enfin, vraiment, il y a un gros travail à faire là de sensibilisation, de vulgarisation et d'éducation populaire auprès de la population pour porter à connaissance. Voilà. Alors, j'ai une question qui est en rapport avec ce que tu viens de dire, Damien. Peut-être que Claire, elle pourra répondre à cette question. Est-il vraiment possible de rendre les transports en commun gratuits pour tous? Combien cela coûterait-il pour une ville? Est-ce possible? Et plusieurs villes l'ont déjà fait, mais beaucoup sont réticentes. Est-ce que Claire, vous voulez intervenir? Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Je peux juste dire que pendant la crise, justement, c'était le gros souci de toutes les collectivités parce que du coup, les transports publics continuent de coûter alors que personne ne peut les utiliser ou très peu de personnes ne peut les utiliser. Donc, ça c'est vraiment un énorme manque à gagner qui va plomber les budgets municipaux partout en Europe. Donc, ça, c'est vraiment… donc, j'imagine que dans ces cas-là, il faut quand même juste un peu anticiper et pouvoir prévoir justement la gratuité. Mais dans cette discussion, je pense que dans ce qui est mobilité, on a entendu beaucoup de choses, mais pas du tout, moins en tout cas, le besoin de penser le moins. Parce qu'en fait, on n'a absolument pas besoin de bouger. Là, on a été pendant 3 mois sans autorisation de bouger. Alors au début, ça fait super bizarre, surtout quand on est dans un tout petit pays, comme moi, j'étais coincée en Belgique. Alors c'était un truc, je pensais que je ne pourrais pas survivre. J'ai très bien survécu. Mais non, mais c'est vraiment c'est aussi, justement, c'est dans l'imaginaire, c'est une histoire d'éducation. Il faut… Et ça, bon, je parle pour les vacances évidemment, mais pas seulement. Le quotidien, quand on télétravaille, mais bien sûr tout le monde ne télétravaille pas et c'est pas le but de tous télétravailler parce que c'est vraiment aussi assez pénible. Mais par contre, il y a vraiment le moyen d'organiser nos vies pour avoir beaucoup moins de besoins de transport. Et ça, c'est absolument crucial. Donc en fait, la sobriété dans le transport reste un impensé. Alors, au niveau de la stratégie d'adaptation, d'après vous, comment on met en place les stratégies d'adaptation au niveau territorial? Donc, c'est peut-être Zoé qui va répondre par rapport à ça. Et après, je vais passer un petit peu sur l'Union européenne pour que Claire nous parle de l'initiative de la Convention des maires, un petit peu. Donc, Zoé, vous voulez répondre par rapport à la stratégie d'adaptation, ou Damien ou Charles? Je peux peut-être commencer une réponse. Effectivement, là, on a beaucoup parlé d'atténuation. La question se pose de comment est-ce qu'on adapte les territoires. Alors déjà, la première chose, c'est que cette adaptation, elle doit se faire partout, puisqu'aujourd'hui, il y a une vulnérabilité des territoires qui est différente, mais qui est partout, enfin, je veux dire, qui couvre l'entièreté du territoire, que ce soit par des sécheresses ou de la montée des eaux, etc. Et du coup, nous, ce qu'on recommande, en tout cas, la première chose, c'est la question des zones humides et la préservation et la restauration des zones humides, et notamment de tout ce qui est ressources en eau, parce que notamment donc, ces zones humides permettent de faire éponge, elles permettent de filtrer, donc il y a vraiment plusieurs compétences en termes aussi de biodiversité qui sont absolument nécessaires aujourd'hui d'anticiper.
Cette préservation des zones humides, ça passe notamment par la question de l'urbanisation et de la bétonisation. Donc, c'est très lié aussi à des questions d'aménagement du territoire. Et on a aussi la question de la préservation et de la manière dont on exploite aujourd'hui les forêts françaises. Donc ça, c'est un autre enjeu. Les forêts françaises, c'est à la fois des puits de carbone, mais c'est à la fois aussi une ressource en énergie renouvelable. C'est à la fois un espace de bien-être. Enfin, ça stocke la chaleur aussi. Enfin, il y a une multitude en fait de bienfaits sur la forêt. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour gérer ces forêts avec les acteurs qui sont concernés, avec les acteurs de la société civile, avec les acteurs associatifs, avec les acteurs des entreprises, pour qu'il y ait une gestion collective et sur le long terme de ces biens qui sont aujourd'hui nécessaires en fait, si on veut s'adapter au dérèglement climatique. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ouais, très très rapidement, Zoé a planté une nouvelle fois le décor comme il se pose. La question de l'adaptation, je pense qu'effectivement, au sortir de la crise de la Covid apparaît comme enfin, voilà, une obligation immédiate. Donc, les vulnérabilités sont visibles. Je pense que c'est utile quand même de réétudier, et nous, en tout cas, on vient de mettre de l'argent sur la table pour rediagnostiquer ces vulnérabilités au jour d'aujourd'hui dans notre région, sur nos filières. Voilà, les problématiques, par exemple, nos filières économiques, sur les problématiques d'approvisionnement, mais aussi, plus largement, la question de l'eau qui a été évoquée. Nous, on a la question des sécheresses et des pratiques agricoles est un enjeu mais phénoménal. Nous, l'été dernier, on a connu quand même des arbres qui meurent sur pied. On a connu un état de la Loire qu'on n'a pas vu depuis 1976, enfin la dernière grande sécheresse 1976. On a frôlé la catastrophe avec en lâchant de l'eau des barrages. Ce n'est pas pour autant que je suis favorable au barrage, mais pour pouvoir maintenir nos centrales nucléaires. Sinon, on avait… voilà, donc on a des systèmes qui ne sont pas du tout résilients. Voilà. Donc, c'est un premier sujet. Un deuxième sujet sur l'aménagement du territoire, je ne détaille pas, ça a été évoqué par Zoé, mais c'est fondamental. Et là-dessus, on a énormément à faire. Et puis, la question de nos lieux de vie, de nos villes, la question de l'adaptation, de la végétalisation, de repenser complètement nos façons d'organiser la ville est un sujet d'adaptation, de mon point de vue, extrêmement important. Et puis, je termine sur la question des activités économiques. Je pense que là, on a des sujets extrêmement importants d'adaptation au dérèglement climatique sur, par exemple, les matériaux utilisés pour la construction, où on doit aussi changer complètement de perspective. Voilà. Et donc, voilà, un exemple, mais on en a tellement d'autres. Voilà. Donc, il faut des stratégies d'adaptation. Voilà. Et ça, je ne suis pas sûr que aujourd'hui, les outils qu'on a mis en place n'intègrent pas totalement cette capacité stratégique à accompagner l'adaptation au changement climatique. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Comme ça, après, je passe sur l'Union européenne. Juste 30 secondes sur les stratégies d'adaptation. Il faut que les territoires s'adaptent, mais à quoi doivent-ils s'adapter? Puisqu'on a signé en 2015 la Convention de Paris, enfin la COP21, c'était 1,5 degré. Aujourd'hui, on sait qu'on ne sera pas en dessous des 2. On a déjà passé les 2, donc on est sur une perspective de 4 à la fin du siècle. Donc, c'est quoi sur le territoire? Comment ça va se transformer? Nous, par exemple, sur l'agglomération de Dunkerque, enfin sur le PPRL, donc le plan de prévention des risques littoraux qui sont obligatoires sur les villes littorales, donc de Flandre-Artois, il y a obligation d'installer des anneaux d'amarrage sur toutes les maisons. Eh ouais. Est-ce que c'est une adaptation? Est-ce qu'on peut parler d'adaptation là? Mais non, c'est fou. Ça veut dire qu'on va tous vivre à l'étage et qu'on va rentrer en barque chez soi. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est plus de l'adaptation, ça c'est la catastrophe. Donc il faut l'adaptation, c'est peut-être à un certain moment d'avoir le courage. Et Caroline, tu parlais de la région où tu habites et tous les ans il y a des torrents de boue qui emportent des campings et des choses comme ça. Il y a un moment, il faudra exproprier ces gens-là. Et que ce soit l'État qui assume, parce que c'est aussi une responsabilité de l'État, qui exproprie un certain nombre de villes pour dire, voilà, vos biens, ils ne valent plus rien parce qu'ils ne seront plus vendables, ils ne seront plus assurables, parce que le risque est là. Et donc, oui, il faut qu'on s'adapte, c'est sûr. Il faut qu'on mette les bouchées doubles partout en France, partout en Europe et partout dans le monde pour limiter ce changement climatique. Mais il y a des limites à l'adaptation et surtout, la vitesse à laquelle ça progresse aujourd'hui, malheureusement, l'adaptation, elle va coûter beaucoup d'argent. Elle risque de coûter beaucoup d'argent. Moi, je ne crois pas aux digues qui
qui arrêteront le retour de la mer. Donc, voilà, il faut réfléchir à tout ça en même temps. Alors, je vais passer sur un peu le thème Union européenne. Donc, en 2008 était lancée la Convention des maires donc pour le climat, une initiative et un engagement signé qui rassemble aujourd'hui environ 7000 municipalités engagées dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Donc, concernant l'implication des villes européennes dans la lutte contre le changement climatique, où en est-on à l'échelle de l'Union européenne et quel rôle de l'Union européenne l'Union européenne a-t-elle à jouer pour accélérer cette transition locale, notamment au niveau du Green Deal? Donc ça, je pense que Claire, vous pouvez répondre. Je peux commencer, mais je suis aussi très intéressée justement de savoir pour les premiers engagés, parce que Grande-Synthe était un des premiers à signer en France ou en tout cas à Dunkerque. Et à quoi ça peut servir maintenant, en fait? Parce que je pense qu'en 2008, justement, ça avait toute une utilité au départ très pédagogique d'embarquer justement tous les territoires autour d'un projet européen. Ça a complètement d'ailleurs dépassé les propres initiateurs du projet pour devenir vraiment un effet boule de neige. Dans certains pays, ça a été absolument structurant d'avoir cette initiative parce que ça proposait justement aux collectivités de s'inscrire dans une politique européenne avec des engagements à 2020 très précis. Maintenant on est arrivé en 2020, que grosso modo les territoires qui ont été engagés, donc les territoires engagés, c'est plus de 40% de la population européenne qui sont couverts par des maires qui ont pris des engagements. Mais maintenant, se pose la question justement de la pertinence de la suite. Alors, par exemple, on a ajouté un chapitre adaptation qui, à mon avis, n'est complètement inadapté parce que justement, il ne parle absolument pas de toutes les vulnérabilités et finalement, il n'y a justement pas de corpus pour aider les collectivités à faire un diagnostic de vulnérabilité. Il y a des petites choses un petit peu comme ça, mais en fait, il n'y a rien. Donc là, on a besoin de recherche, on a besoin de politiques européennes qui aiguillent vraiment fortement et qui donnent les outils aux collectivités pour pouvoir imaginer un peu et faire un diagnostic de leur vulnérabilité qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec seulement les îlots de chaleur et de la sécheresse, enfin, qui sont bien au-delà des îlots de chaleur et de la sécheresse, la façon dont on l'a pensé jusqu'à maintenant. Ça, c'est une première chose. Bien sûr, il y a 2030. Alors 2030, jusqu'à maintenant, on avait comme objectif la même chose que l'objectif européen, qui était 40%. Sauf que 40%, on sait qu'effectivement, déjà, on explose les 2 degrés, mais qu'en plus, il faut aller beaucoup plus vite dans l'accélération. Donc, il faut voir dans quelle mesure, en fait, la Convention des maires, moi, je pense qu'elle a vraiment joué un rôle, mais absolument crucial pour emmener et embarquer une série d'acteurs, et en particulier les territoires, qui ont réussi du coup à pousser aussi une dynamique positive avec les États, et qu'aujourd'hui, par contre, elle est, entre guillemets, totalement oubliée des politiques européennes. Elle doit être au cœur, elle devait être normalement, la Convention des maires, ça devrait être une obligation de s'inscrire dans la Convention des maires et d'avoir des objectifs dès qu'on veut toucher des fonds européens. Donc là, c'est vraiment une série d'amendements que vous avez à mettre directement sur la table dans le Just Transition Fund, dans le fonds de transition juste, dans tous les nouveaux outils de coopération, Interreg, etc. En fait, il faut maintenant que ça puisse servir vraiment à orienter les financements européens vers des projets de territoire qui sont construits. Et donc, en dehors du fait que pour l'instant, et là je vais reboucler aussi avec ce qui s'est dit au départ, jusqu'à maintenant finalement, donc c'est comme un PCAET, c'est-à-dire c'est comme un plan air, climat, énergie, l'approche Convention des maires. Mais maintenant, en fait, il faut tout faire en même temps. Donc, ça, c'est un petit peu la difficulté. Il faut aussi faire de l'agriculture. Il faut aussi. Donc, finalement, je pense que la Convention des maires reste utile pour une partie des collectivités qui n'ont pas encore commencé, parce qu'il y a aussi des collectivités qui n'ont pas encore commencé leur chemin sur justement se poser des objectifs climat. Mais il faut pouvoir avoir finalement différents degrés, différents niveaux pour pouvoir continuer à accompagner ceux qui sont déjà très ambitieux, mais surtout pour s'adapter aux enjeux actuels. Parce que là, il faut pouvoir tout commencer en même temps, en particulier sur l'économie et l'agriculture
et aller au-delà du secteur énergie, transport, bâtiment, qui est un peu le cœur. Donc, il y a beaucoup à faire et il y a aussi un grand souci, c'est que justement, c'est un objet non identifié pour la Commission européenne, la Convention des maires, parce que c'est en fait quelque chose qui demande au territoire de s'engager sur des politiques européennes et ça, elle ne sait pas faire, l'Union européenne, parce qu'elle ne sait pas impliquer les territoires, elle n'a que des dialogues avec les États et la seule possible transformation, c'est vraiment de se dire, mais on doit s'appuyer sur les territoires pour aussi créer cette cohésion européenne. Sinon, en fait, on ne peut pas… Enfin, il est là le blocage. Le blocage, il est dans la gouvernance. Donc, il y a dans la régulation sur la gouvernance des politiques énergie-climat, il y a un article spécifique qui demande normalement à ce qu'il y ait un dialogue multiniveau pour pouvoir orienter les politiques européennes, les politiques énergie de chaque pays. C'est un article qui est obligatoire, qui est resté lettre morte dans quasiment tous les pays. Il y a 3 pays qui ont fait un truc un peu cohérent, mais tous les restes, il n'y a rien. Et tant qu'on n'a pas justement ça, la Convention des maires, je pense qu'elle va continuer à accompagner ceux qui n'ont pas commencé, mais elle ne va pas être utilisée à son potentiel, à même pas 10% de son potentiel, de ce qu'elle a de ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment un appel à vous en tant que parlementaire européen. Là, il y a un petit peu de travail. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Parce qu'après, j'ai quelques questions qui se sont rajoutées sur Facebook que je voudrais vous poser. Bon, ça concerne le transport mobilité, mais bon, j'aurais voulu vous les poser. Il y a 2 questions, en fait. Juste un petit complément par rapport à ce qu'a dit Claire. Alors, nous, notre région va devenir région coordinatrice. Je sais pas, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus, intermédiaire dans la Convention des maires. Bon, faut préciser qu'en France, ça n'a pas non plus gagné énormément de terrain parce qu'il y a des plans climat et énergie, parce qu'il y avait déjà aussi des instruments nationaux qui ont poussé les collectivités à s'engager. Si on compare avec les pays du Sud, où je crois il y a beaucoup plus de communes engagées, de villes engagées, parce qu'il n'y avait pas forcément un même cadre législatif. Voilà. Mais je voulais plutôt pointer le fait que les régions sont devenues un peu des collectivités intermédiaires entre l'Europe et les territoires. Et que, en tout cas les régions françaises, et que je trouve que nous sommes plus en dialogue avec la Commission que nous sommes en dialogue avec les représentants, les élus, les eurodéputés. C'est-à-dire que nos interlocuteurs sont beaucoup, et j'ai même parfois l'impression qu'on n'aborde pas exactement les mêmes sujets, qu'il y a des sujets extrêmement opérationnels sur les fonds européens, sur les dispositifs structurelle de la Commission. C'est ça que nous, on est en dialogue avec la Commission européenne, et qu'il y a un certain nombre de législations qui s'élaborent, de paquets sur le climat, sur les déchets, etc. Et que là-dessus, on est moins en connexion, alors qu'on devrait, je trouve, avoir une liaison un peu plus forte pour alimenter. En tout cas, voilà, moi, je sais que c'est un sujet auquel je trouve que les régions on a un peu une double… voilà, on a une représentation à Bruxelles, la plupart des régions françaises. On a cette présence qui nous permettrait de faire du lien. On a des équipes sur place, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas forcément. On est à la fois à l'endroit pour mieux bénéficier des ressources européennes, c'est évident, mais on a aussi notre part de responsabilité d'Europe à faire vivre dans les territoires. Et là, il y a sans doute, je pense, des articulations à inventer qui sont pas en place aujourd'hui. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est une invitation, mais je l'avais déjà fait auprès de nos eurodéputés, ceux que je connais le mieux, à qui j'avais pu écrire sur ces questions-là. Je pense vraiment qu'on a à articuler pour, voilà, par exemple, sur les fonds européens, puisqu'on en parle, sur le FEDER, par exemple, et sur la part que représente la question climatique dedans. Je trouve que les 20%, ce n'est pas suffisant, il faut aller bien au-delà. Voilà, mais où est-ce qu'on se parle de ça quand on pense qu'il y avait à un moment donné un plafond pour ce qui relevait de l'OS2, l'orientation stratégique liée au climat, alors qu'il y avait un plancher pour l'orientation liée au développement économique. Pour faire court, je résume un peu, mais quand même, c'était dingue pour moi de lire ça dans mon territoire. D'un côté, on va nous plafonner, et de l'autre côté, il faut à minima dépenser pour les choses qu'on a déjà connues et qui nous ont conduits dans la situation dans laquelle on est. Donc, il y a quelque chose à retravailler là. Voilà, c'était juste l'occasion de le dire. Non, mais c'est bien de le souligner parce que bon, ouais, c'est bien de le souligner.
Je vais vous poser les deux questions qui ont rapport avec la mobilité. Donc, j'ai Jean-Laurent qui demande, est-ce que le système coopératif peut suppléer les déserts de mobilité quand on échappe au grand réseau? Ça, c'est sa première question. Et sa deuxième question, c'est dans les territoires à fréquentation à géométrie variable, il est complexe d'adapter la mobilité entre saison haute et saison basse. Les besoins ne sont pas les mêmes. C'est le cas des stations balnéaires classées tourisme. Est-ce que quelqu'un peut répondre là-dessus? Alors? Il n'y a pas de représentant de station balnéaire. En région centre, on est assez peu doté. Moi, je ne sais pas répondre parce que est-ce qu'un système coopératif peut remplacer dans les endroits isolés je pense que tout ce qui peut remplacer les infrastructures par du réseau coopératif sera bon à prendre, mais je ne sais pas ce que ça peut dire, ce que ça veut pouvoir. Alors, c'est peut-être ce que Charles évoquait tout à l'heure avec, je ne sais pas si c'est les systèmes de covoiturage, de choses comme ça, en gros, derrière. Si c'est ça que ça veut dire, les systèmes coopératifs, bien sûr, ça peut suppléer. Et c'est important d'ailleurs que ça supplée. Je trouve que c'est intelligent qu'effectivement, soit 4 dans une bagnole plutôt que chacun dans la sienne. Et adapter les mobilités, les transports en commun, mais ça, c'est tout le problème de notre modèle aussi, quoi. On va tous au même endroit en vacances au même moment. Ça crée des gros problèmes en été parce que tout le monde est là en même temps. Et cet été, avec la distanciation physique et non pas sociale, la distanciation physique qui va être imposée, je ne sais pas comment on va faire sur des plages où déjà on avait du mal à trouver 1 mètre carré pour mettre sa serviette. Ça veut peut-être, c'est clair, je crois qu'il parlait tout à l'heure des distances. Peut-être qu'on ira découvrir d'autres régions dans notre pays, en France par exemple. On peut aller aussi en Belgique, il y a des beaux coins en Belgique, mais dans la région de France, il y a plein de coins à aller visiter qui sont moins touristiques. Et puis voilà, je ne sais pas, mais c'est vraiment des problématiques locales. Et qu'il faut envisager. Après, encore une fois, c'est des questions de choix politiques qui sont faits à un certain moment. Moi, j'ai toujours dit ça à la communauté urbaine de Dunkerque quand on me disait « Ouais, mais c'est parce que vous avez les moyens de payer le transport gratuit. » Sauf qu'on n'a pas eu d'augmentation de nos recettes depuis un certain temps. Au contraire, on reverse à la péréquation nationale, la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, on n'a pas d'augmentation de nos recettes et on a quand même mis la gratuité du transport en commun. Donc, il y a d'autres choses qu'on n'a pas fait. Et on avait encore des marges de manœuvre. Moi, je disais toujours, on mettait 2,5 millions sur le sport de haut niveau. Peut-être que ces 2,5 millions-là, on aurait pu les mettre sur autre chose à certains moments. C'est vraiment, c'est quoi nos priorités à un moment donné? Est-ce que c'est la lutte contre la difficulté sociale? Est-ce que c'est la lutte contre le changement climatique? Ou est-ce que c'est… Et en faisant ça, moi, ce que j'ai fait à Grande-Synthe, parce qu'on me dit toujours, ouais, mais le sport de haut niveau, c'est de l'image du territoire. C'est du marketing qui est territorial. Moi, je trouve qu'on a parlé beaucoup de Grande-Synthe parce qu'on a fait de l'écologie plutôt que de sport de haut niveau ou des choses comme ça. Donc, je suis aussi content. On avait des sportifs de haut niveau, mais on était des clubs formateurs. On n'avait pas de clubs de très haut niveau sur la ville. Donc, c'est possible de le faire différemment. La représentation d'un territoire, elle est, et peut-être même à un moment, et j'ose l'affirmer aujourd'hui, on a beaucoup parlé de territoire de Grande-Synthe parce qu'on avait accueilli des migrants sur notre territoire et que là aussi, ça a fait réagir, ça a fait bouger et on a dépensé de l'argent parce que l'État n'avait pas été là à ce moment-là et merci à Médecins sans frontières, mais on peut mener des politiques. C'est des choix. Tout est question de choix politiques aujourd'hui. Peut-être un complément sur la question des coopératives. Ah, pardon, Zoé, vas-y. Non, ça va, allez-y. Non, sur un complément sur les coopératives. Il y a des réponses structurelles qui ont été données. Je pense qu'on a quand même un enjeu profond d'aménagement pour réduire les déplacements. Il y a quelqu'un qui parle de la réduction du temps de travail et je trouve que c'était évidemment un très bon sujet. La question des réorganisations des formes de travail va contribuer à réduire nos déplacements. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, dans les zones peu denses, et d'ailleurs en relation un peu avec la fiscalité, si on avait pu discuter de la fiscalité, comme la fiscalité repose sur le nombre d'habitants, quand il n'y a pas beaucoup de monde, il y a une fiscalité très faible et une capacité à aménager le territoire qui est pas à la hauteur. Et donc, du coup, on a des déséquilibres territoriaux. Je ne peux pas développer ça. Mais je crois qu'au bout du bout, il y a effectivement des solutions coopératives. Il y a une part d'initiative citoyenne. Moi, je crois beaucoup à la notion ou à l'idée de service public citoyen. Je crois qu'il se développe aussi des formes coopératives avec les citoyens, des solutions. Donc, nous, on a lancé un appel à projet sur les mobilités rurales
avec des choses assez intéressantes qui se mettent en place. Il ne faut pas que ça se substitue. Voilà, on a évidemment le transport à la demande qui est connu, mais on a des formules entre anciens et jeunes de mobilité partagée. On a des formules de mobilité, par exemple Réseau Pouce, qui est un système d'autostop organisé. Bref, il y a plein de solutions qui peuvent être explorées. Et donc, moi, je trouve aussi que notre rôle est aussi de reconnaître, d'amplifier, d'être la chambre d'écho des tas d'initiatives citoyennes qui sont à l'œuvre. Et moi, je peux vous dire que j'ai eu le bonheur de faire une tournée de ma région pendant 1 an dans le cadre de ce qu'on a appelé la tournée citoyenne pour construire la démocratie permanente. Je n'ai pas le temps de développer, mais j'ai vu partout des gens qui sont en train de changer le monde. Et que notre rôle à nous, c'est aussi de faire masse à partir de tout ça, de connecter tout ça. Et sur les mobilités, franchement, il y a plein de gens qui inventent des solutions. Voilà, ça ne réglera pas le problème de l'aménagement du territoire, ça ne règle pas les problèmes structurels, mais c'est largement complémentaire et ça vaut le coup et ça crée de la fierté. Et ça, la fierté dans le monde dans lequel on est, je pense que c'est extrêmement important. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Comme ça, je fais le mot de conclusion et nous, on se retrouve 5 minutes sur un autre lien qu'on vous a envoyé par mail. Bah, c'était pour finir sur le volet transport et le volet tourisme, en fait, qui est intéressant, puisqu'aujourd'hui, quand même, on est dans un moment où on a les avions clés au sol, et c'est une première, et en fait, il faut que ça reste comme ça. Et il faut qu'on trouve des alternatives. En fait, et là, aujourd'hui, je dis ça parce que le réseau Action Climat fait partie d'une campagne qui s'appelle Notre Choix. C'est-à-dire, bah, voilà, je m'engage aujourd'hui, effectivement, à ne plus prendre de vols internationaux. Je m'engage à faire attention, à prendre le moins possible, en tout cas, ce moyen de transport qui est très émetteur. Donc, la question, c'est voilà, revaloriser son territoire, aller voir ce qui se passe en France. Et ça, c'est possible, et c'est uniquement possible si et seulement si on a les transports adéquats pour y aller. Il y a notamment des structures qui ont décidé de faire des tarifications incitatives pour faire venir les touristes jusque chez eux. Donc, il y a vraiment des choses qui existent. Et comme vous le disiez, en tout cas, sur les territoires, que ce soit rural, urbain, il y a plein de solutions qui existent via du covoiturage, via du train, via de l'autostop, etc. Et c'est des choses qui doivent être développées et sur tous les territoires. Je pense qu'on va avoir terminé. Donc, je voulais vous remercier à tous. Merci aux participants et aux intervenants. Et on se rejoint sur le lien que je vous ai envoyé. Bonne soirée à tous. Merci encore. À bientôt pour un